Bonjour Fessaline, Bonjour Fleur. comment tu vas? Très bien, ça va, ça va. Et chez toi? Ça va. Abidjan va bien. Ouais, on est là. Abidjan est toujours doux. C'est l'essentiel. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre pour nous expliquer ton parcours, nous expliquer ce que tu fais et comment on fait si on veut entamer la même branche que toi. Et pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? D'accord. Alors, à l'état civil, je suis Tess, bon, épouse Kwaku, Uzibo André Fessaline, Marie-Joséphine. Ça, c'est un prénom que beaucoup ne connaissent pas. Et donc, dans la vie active, je suis actuellement consultante senior en sauvegarde et protection. Donc, ça rapporte beaucoup plus au droit international et aux droits de l'homme. Et donc, mes 2 parcours, j'ai eu, un master en droit des affaires et également un master en ressources humaines. Donc enfin, la ressource humaine, c'était beaucoup plus pour avoir un master, encore. Sinon, je suis plutôt, juriste donc de formation. J'ai travaillé d'abord dans le domaine, de l'énergie, donc à Côte d'Ivoire Énergie. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant, 2 ans environ. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ma voie. Donc je pense que c'est le but de de cet entretien. Je vous expliquerai donc comment je me suis réorientée et comment donc j'ai, on va dire, transformé, une cause personnelle en un métier de tous les jours, quoi. D'accord. Déjà le monde du droit, c'est pas ça a l'air assez compliqué. Je pense qu'on a eu là, avant toi, en fait, on a eu une, dame qui était juriste. Mmh. Hem En entreprise dans le monde des assurances. Donc de ce qu'elle expliquait, le droit déjà, il est un peu compliqué. Mais que toi tu partes de de c'est qu'est-ce qui t'a fait, hem, comprendre que c'était pas ta voie? D'accord. Alors donc moi personnellement, je me suis pas réorientée parce que je trouvais ça dur. D'accord. Je me suis réorientée parce que déjà, je trouvais le travail que je faisais, en banque, j'étais au niveau du contrôle et des garanties. Donc ça rapporte au volet juridique. Donc en français facile, si quelqu'un demande un prêt, on va lui demander de fournir des garanties, d'accord? Donc soit c'est la domiciliation de son salaire, soit pour certains prêts, on peut même aller jusqu'à l'hypothèque d'un bien et tout ça. Donc nous, à notre niveau, ce qu'on faisait, c'est d'évaluer s'il y a assez de garanties pour qu'on puisse vous octroyer le prêt, tout simplement. Donc c'est ce que je faisais et à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire toute ma vie. Je pense, en tout cas, ceux qui ont travaillé en banque, qui vont écouter ce podcast pourront confirmer. Heu, c'est les tâches deviennent un peu redondantes. On a l'impression de faire la même chose tous les jours et moi, je suis quelqu'un de très actif. Je suis quelqu'un qui aime bouger, qui vraiment qui aime découvrir, qui aime sortir, qui aime je me sentais un peu enclavé et quand j'ai commencé mes activités personnelles, donc j'avais une page, Facebook où je parlais de droit et tout ça. Donc ça fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de sollicitations, les plateaux télé, les interviews, les documentaires et à chaque fois, je devais avoir la permission de ma hiérarchie et tout. Et donc, j'étais à un moment où je me disais: «Bon, ben, OK», heu, par-dessus tout, moi, j'étais d'abord activiste dans la société civile. J'ai été donc responsable juridique pour, des organisations. Actuellement, je suis avec une organisation aussi féministe. Donc je me suis dit: «Bon, ben, j'aime ce que je fais de façon, on va dire bénévole. Je veux me spécialiser dedans. Je pense que j'ai le potentiel pour». Et donc, quand j'ai eu à faire, ma certification et que j'ai eu une opportunité, bah, j'ai pas réfléchi, je suis partie et j'ai commencé à travailler, dans le domaine de l'humanitaire. Waouh! Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est vraiment pas parce que c'était trop dur le droit, mais c'est juste que je me suis rendu compte que je pouvais faire du droit, mais du droit orienté vers quelque chose qui me plaît, vers une cause que je trouve assez noble, en fait. Donc tu ton besoin, c'était de concilier ce que tu aimes Mmh. ou ce en quoi tu as tes valeurs avec ton métier de tous les jours Exactement. et tu te sens bien, ça c'est pas plus complexe parce que là, on s'in je pense que tu t'impliques plus personnellement, c'est il y a des personnes qui aiment être détachées du travail, tu vois? Avoir Mmh. une vie au travail et une vie ailleurs. Toi, tu trouves Mmh. pas ça trop compliqué? Non, personnellement, pour moi, c'est motivant parce que je travaille sans avoir
sans avoir la sensation de travailler. Voilà, je le fais, c'est dit que c'est beaucoup plus périlleux, oui, parce que là, actuellement, ce que je fais, comme j'ai dit, je suis consultante et je travaille sur des projets qui sont pas en Côte d'Ivoire. Pour la plupart. Donc ça demande beaucoup de déplacements, ça demande, aussi, beaucoup de sacrifices personnels. Voilà, donc on ne parle pas forcément de la vie privée, mais j'ai dû en faire parce que, voilà, je dois faire des missions peut-être de 3 4 semaines et tout. Tu laisses ta famille, tu laisses ton enfant et tout ça. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui mais en fait, je suis tellement contente de ce que je fais que, bah, du coup, je sens même pas que je travaille. En tout cas, les mots me manquaient. C'est pas courant, en fait, d'avoir quelqu'un, d'avoir des personnes qui réussissent, tu sais, à concilier ce qu'ils aiment à ce qu'ils font. La plupart du temps et dans tous les entretiens qu'on a, c'est: «J'ai été orientée en, j'ai Mmh. fait ceci parce que j'ai eu une opportunité et puis après j'ai trouvé intéressant ou j'ai trouvé des points qui m'ont fait rester là». Donc félicitations, bravo. Si tu te sens bien, si tu t'épanouis, nous on est contents et ça m'emmène vers d'autres questions. J'ai fait mes devoirs, je suis allée sur LinkedIn, tu sais? Bon, LinkedIn, qu'on le veuille ou pas ou qu'on dise ce qu'on veut, c'est une source d'information, mais je suis allée sur ton profil. Je lis: juriste, consultante juridique, experte genre, activiste engagée contre les VGB, donc c'est les violences basées sur le genre, formatrice, investigatrice en exploitation et abus sexuels. Rassure-moi, tout ça part d'un même noyau ou c'est des compétences que tu rajoutes au fur et à mesure de ton, je vais dire, de ta croissance professionnelle? D'accord. Je dirais que c'est venu crescendo parce D'accord. que bon, comme j'ai dit de principe, j'ai eu le diplôme en droit. J'ai Oui. commencé à exercer, donc on m'a dit que j'étais une juriste purement taillée pour l'entreprise. Ensuite, j'ai voulu, comme j'ai dit, me réorienter vers tout ce qui est, droit de l'homme, droit humanitaire, J'ai une question là, si on peut s'arrêter là. Quand tu as fait un master donc en droit, droit des affaires. droit des affaires. Donc quand tu sors de ce master en droit, généralement tu as un titre de juriste d'entreprise. C'est comme ça que ça Voilà, s'appelle? c'est ça. D'accord. Et donc tu ne peux évoluer que dans des entreprises ou des thématiques liées à des entreprises? Oui, c'est-à-dire que si tu travailles en entreprise, oui, Oui, mais après d'accord. ce diplôme, par exemple, pour quelqu'un qui veut devenir, je sais pas, magistrat ou avocat, c'est toujours valable. Ou même qui veut devenir commissaire de justice, ce qu'on appelait avant les huissiers, c'est toujours valable. Mais quoique, c'est un diplôme en fait qui te donne plus d'aptitude pour évoluer dans le milieu des affaires, donc des entreprises et tout ça. Contrairement à quelqu'un par exemple qui a fait du droit public, qui lui est plus orienté vers les organes, par exemple quelqu'un qui veut faire, je sais pas, qui veut travailler peut-être aux affaires étrangères ou quelqu'un qui veut travailler, dans peut-être à la direction des marchés publics. Le droit public, c'est plus les relations, enfin, c'est plus État. Donc, ils sont Donc un peu par les les uns organes, tu entends voilà, les voilà, institutions, les institutions nationales? et tout ça, beaucoup D'accord. de politique, un peu de sciences politiques, droit constitutionnel. Alors que le droit des affaires, c'est plus, voilà, droit commercial, droit des personnes, donc les relations interpersonnelles et puis avec les entreprises. Donc, on va dire qu'avec mon diplôme, j'étais plus taillé pour travailler de façon plus aisée, en tout cas en entreprise, ou de faire un concours, par exemple, pour devenir avocate ou pour devenir magistrat ou tout ça. Donc, moi, j'ai choisi l'entreprise de prime abord. Je n'étais pas forcément intéressé à l'idée de devenir avocate et tout. Donc, quand j'ai commencé, comme j'ai dit, arrivé un moment, vu que parallèlement, moi, je travaillais dans des organisations déjà locales, donc des ONG de la société civile ici. Et donc, en travaillant sur certains projets, ça m'a permis de rencontrer donc des personnes et pour la plupart, beaucoup me disaient que ben, pourquoi tu restes pas à parce que ça me prenait quand même beaucoup de temps. La gestion des cas là-bas, la gestion le fait de suivre des projets, voilà, faire des formations aux femmes, les trucs je pense une année, je me rappelle plus laquelle, je pense que c'était 2021, je crois, justement dans mes activités comme ça, j'ai eu la visite chez moi de France 24 qui est venu faire un peu un bilan sur mon parcours et tout ça, mon engagement aux côtés des femmes. Donc j'étais là, je me disais: «Mais en fait, du coup, il faut que je me lance» parce que là, je me suis sentie en vrai beaucoup plus crédible dans ce que je faisais et donc je me suis renseignée un peu. J'ai commencé à faire d'abord des formations en ligne gratuites
Il y a un site de UNICEF, voilà, Agora, je crois, UNICEF Agora et tout. J'ai fait des formations gratuites et j'ai été après la réalisation d'un projet, j'ai une amie qui m'a approché, en fait, avec qui j'étais dans la société civile et elle m'a dit: «Bon, ben, moi, je travaille dans un cabinet et je pense que tu as le profil parfait, qu'il recherche quelqu'un pour la Côte d'Ivoire aussi et je pense que tu as le profil parfait, je pense que tu devrais postuler». Donc j'ai un peu hésité. Elle m'a dit: «Je pense que tu dois le faire». Donc j'ai dit: «Bah, OK». Je suis allé, la grande boss est venue ici en Côte d'Ivoire. L'entreprise est en Nouvelle-Zélande, donc elle est venue. On a fait un entretien et tout et donc elle a dit qu'après elle allait me rappeler. Donc j'ai dit: «OK». Donc après moi j'ai continué mes activités et tout. Et bah, après ils m'ont rappelé sur une mission automatiquement. C'était, genre: «Tu prends la mission en même temps tu commences avec nous» et là j'étais en ce moment-là, j'avais déjà quitté la banque, mais j'étais dans une autre entreprise où je travaillais en fait, sur beaucoup de trucs en même temps. Donc c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais là-bas il y avait pas très longtemps et j'étais quand même assez proche du boss. Donc je réfléchissais, mais comment aller dire au boss qui m'a fait si confiance dans le lancement de son projet que, bah, moi je dois partir au Congo et que je peux pas terminer, ce que tu faisais. Mais bon, je l'ai fait et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc quand j'ai commencé avec eux, c'est là que j'ai commencé à voir qu'en fait, tout ce qui est droit des femmes, ça se limitait pas seulement au VBG. Il y avait ce qu'on appelait l'exploitation, l'abus sexuel et tout et j'ai trouvé que ça très intéressant. Donc du coup, avec eux, j'ai fait ma certification avec l'organisme, en fait, en exploitation et abus sexuels. Donc au départ, j'étais formatrice. Dit que j'étais chargée, lorsqu'on partait faire des missions, former des partenaires des agences des Nations Unies, donc UNICEF, UNFPA, UNHCR, déjà l'exploitation et l'abus sexuel. Donc après, je me suis rendu compte qu'il y a le volet des enquêtes et ça m'a intéressé. Et vu mon background de juriste, ils m'ont dit: «Bah, tu peux». Donc avec eux, j'ai passé la certification pour passer le cap de formatrice à enquêtrice. Et quand j'ai eu quand j'ai été approuvée, ils m'ont envoyé premièrement en tant que co-enquêtrice, c'est-à-dire que j'étais là, mais il y avait quelqu'un qui était l'enquêteur principal et ma première enquête, c'était en RCA, en Centrafrique. Donc sur des cas, enfin, généralement, c'est des cas d'abus sexuels. Donc, par exemple, si une organisation est déployée, en Centrafrique, peut-être dans une ville et qu'elle est censée offrir des vivres, il y a des personnes, donc des travailleurs de l'organisation qui prennent le malin plaisir de proposer, des faveurs sexuelles, soit aux réfugiés ou aux bénéficiaires, en échange des choses qui sont censées être gratuites. Donc généralement, quand il y a des remontées, il y a des plaintes, les organisations donc sollicitent des enquêteurs pour venir élucider, enfin comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Donc j'ai fait ma première enquête, parfait, c'est très bien passé. J'ai eu, mon certificat d'approbation et donc après ça, donc j'ai commencé à faire d'autres enquêtes où maintenant actuellement je suis lead. Quand je fais des enquêtes, je suis pas co-enquêtrice, je suis lead donc Tu c'est sais, crescendo. quand je mets mon bras comme ça, c'est que je suis à fond dans l'histoire là, je suis bien. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Donc on va dire que j'ai commencé, avec, juriste tout simplement. Après ensuite, j'avais ma casquette d'activiste aussi à côté. Donc d'activiste, je suis passé maintenant à professionnel du domaine de droit humanitaire, en dans les violences basées sur le genre. Donc après, je suis passée à tout ce qui est exploitation, abus sexuels en tant que formatrice et maintenant je suis, donc investigatrice en plus. Donc voilà. Je sens que ça va être passionnant. Donc, c'est quoi le droit humanitaire? Est-ce qu'on peut avoir une définition? Parce que je t'avoue, échanger avec les personnes qui font du droit, sans le vouloir, vous avez des termes qui sont assez techniques Ouais, et que la personne, tu vois, lambda ne comprend pas. Et du coup, je pense, c'est mon avis, on a tous une appréhension du droit parce qu'on se dit que ça va forcément aller contre nous. On ah, ne gagne jamais. Donc oui. voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le droit international? Parce que c'est gros. En français facile, je dirais que quand on parle de droit humanitaire, en fait, c'est le droit, donc l'ensemble des règles qui régissent en fait l'activité dans le domaine humanitaire. OK. C'est-à-dire que, on va voir que de façon générale, déjà si on prend en Côte d'Ivoire, on a notre droit, donc on a nos constitutions, on a nos codes civils, on a nos codes pénals qui régissent un peu la société ivoirienne. Pour l'humanitaire, c'est pareil. Il y a des
pactes, il y a des traités internationaux, il y a des conventions, tout ça pour encadrer parce que c'est une activité qui de base vient pour, on va dire, pour faire du bien. L'humanité vient à la rescousse des personnes donc qui sont sinistrées. Donc il faut qu'il y ait des traités, des pactes, des protocoles qui encadrent cette activité pour ne pas qu'il y ait de dérives, pour que ce soit vraiment structuré et que pour on puisse atteindre l'objectif, donc qui est de pouvoir vraiment venir au secours des personnes. Voilà. Donc, c'est vaste. C'est-à-dire que dans l'humanitaire, vous allez voir, il y a plusieurs compartiments. Il y a ceux qui sont peut-être beaucoup plus à fournir l'assistance d'urgence. Donc, par exemple, actuellement à Gaza, vous allez voir qu'il y a des ONG qui sont là-bas. Il y a ceux qui sont axés peut-être alphabétisation. Enfin, c'est vaste. Donc, il y a vraiment tout un compartiment. Mais de façon générale, il faut retenir que lorsque quelqu'un vous dira qu'il étudie du droit humanitaire, donc il étudie, disons, de façon générale les protocoles, les accords, les pactes, donc qui régissent l'activité et donc naturellement aussi les accords internationaux dans lesquels les États sont engagés, donc qui peuvent agir ou influencer l'activité. Et c'est pas un droit qui est plus lié à des temps de guerre? Parce que la plupart du temps, quand on l'évoque, bah, peut-être que c'est un biais, parce qu'on l'évoque plus en temps de guerre ou de conflit armé, on a l'impression que c'est rattaché à ça. Donc comme je disais, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus il faut remarquer que les pays qui ont le plus d'organisations humanitaires, c'est les pays qui ont été sinistrés. Vous allez voir, en Côte d'Ivoire, moi, dans mes missions, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit: «Ah, j'ai fait la Côte d'Ivoire et tout». Mais généralement, tous, c'était la période de la crise, hein. Et beaucoup plus, c'était au niveau de l'ouest du pays D'accord, et oui. au niveau un peu du nord. Voilà. Beaucoup n'étaient pas basés à Abidjan. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a plus beaucoup de projets humanitaires ici parce que naturellement, la situation s'est La stabilisée. situation s'est calmée. Donc, oui. Mais en dépit de cela, comme j'ai dit, il y a beaucoup de compartiments. Il y a des organisations qui sont axées sur la santé. Et la santé, c'est pas forcément quand on est sinistré. Ou la preuve, les vaccins, ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, qu'on a gratuitement pour les enfants et tout ça, c'est des organisations subventionnées qui fournissent cela à l'État ivoirien de façon gratuite. Les trucs de la polio, Tuberculose, voilà, ce genre de tuberculose, même VIH. Voilà, VIH et tout ça. Donc, c'est pas seulement, pour, les réfugiés, mais lorsqu'il y a forcément un besoin dans un pays, même les programmes, ce qu'on appelle les programmes WASH en humanitaire, c'est-à-dire les programmes, pour, comment on appelle ça? Pour faire les pas les puits, mais enfin, pour faire de l'eau, mais je cherche le pour mot fournir des exact. accès en eau potable aux Voilà, des populations accès en eau potable, merci. Il y a des programmes humanitaires, enfin, il y a des organisations qui sont spécialisées dans ce domaine-là. spécialisées Donc, dans quand ça. elles arrivent dans un pays, elles essayent de localiser les zones où il n'y a pas de fourniture en eau potable et on installe donc un projet là-bas et puis bon, ben, on fait une pompe, voilà, c'est ce que je cherchais. On fait une pompe, tout simplement. Je me lance donc dans mon récapitulatif pour être sûr, parce qu'il y a des personnes comme moi, il faut qu'on soit sûr ensemble. Donc, on a le droit, le grand droit international qui, je vais te dire, coordonne, tu excuseras mes termes, tout le droit dans tous les pays, les relations entre les États. Hein, hein, Dedans, on a un volet qui est le droit humanitaire international, qui lui hein, va se charger de s'assurer que les droits humains sont respectés ou existent. Et hein, dedans, on va avoir des spécificités comme bah, celui qui est lié à la santé, celui qui est lié à la sécurité des femmes ou aux hein, hein. enfants, etc. Exactement, exactement. Ok, je suis bien. Donc pour Peut-être chaque que je vais domaine, faire il y a droit. des voilà. Donc pour chaque domaine, il y a quand on cherche bien, il y a des protocoles, il y a des accords, voilà, il y a des conventions et tout pour les droits des femmes, pour les droits des enfants, les droits des handicapés, enfin, voilà. Et Donc pour chacun de ces droits-là, pour avoir la capacité, je vais te dire, de travailler dessus ou d'exercer dessus, il y a des certifications qui existent oui, que il y tu en vas a. aller, voilà, tu vas aller faire pour Il y a des certifications qui existent, qui vont enfin, qui te légitimise, mais au-delà de ça, c'est toujours bien de si on est intéressé, par exemple, par un secteur d'activité, enfin, dans l'humanitaire, c'est bien de commencer déjà, même sans certification, à travailler en tant que bénévole dans une organisation qui on va dire, évolue dans ce non, secteur. ça c'est une Du coup, information après intéressante. oui, oui.
moi, j'ai pas fait mes certifications avant d'aller travailler. J'ai commencé à œuvrer de façon bénévole, à comprendre et ensuite je suis allé faire la certification pour avoir une certaine légitimité, en fait. Et Donc ces faut pas forcément certifications, elles sont attendre. accessibles depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique? Ou il y a c'est compliqué à faire? Bon, je dirais non, c'est en ligne. Généralement, c'est en ligne, je dirais pas que c'est compliqué à faire, mais pour la plupart, en tout cas pour les certifications qui sont trucs, c'est payant. Donc, en ligne, donc tu disais qu'il y a des certifications, il y a les gratuites, donc sur les sites des institutions, des grandes institutions, tu commences Mmh par mh. là. Mmh. Ensuite, pour monter un peu plus, hein, je vais te dire en connaissance, hein, tu me passerais Mmh. tu me permettras l'expression, tu Mmh. vas vers celles qui sont payantes, toujours Mmh. accessibles en ligne. C'est-à-dire que tu Oui, fais tes examens en ligne tout est en ligne. et il y a pas de formation universitaire spécialisée dans les pays africains? Il y a des filières bon, de plus en plus maintenant, hein, il y a des filières droit international, relations publiques. C'est des masters de droit, hein. C'est des masters de droit. Donc généralement, c'est des masters qui sont accessibles pour les personnes qui ont fait soit du droit, soit de la science politique. Maintenant, il y a les certificats de la chaire UNESCO. C'est vrai qu'on a une chaire Heu, UNESCO en Côte voilà, d'Ivoire, en mais elle, Côte elle est d'Ivoire. spécialisée en eau et femmes. Je pense que c'est la ministre, Voilà. Efrazi Yao, je crois. Et voilà. Donc ils ont ils ont une certification de genre et tout ça, bon, ouais, qui peut être intéressant aussi parce que sur certains projets, c'est toujours bien d'être certifié dans ce domaine-là. Mais de ma connaissance, il y a pas de certification, par exemple, universitaire ou de trucs universitaires, par exemple, en exploitation à but sexuel. Non, ici, ça n'existe pas. C'est vraiment en ligne et malheureusement, non, ça n'existe pas. Ça Après, je m'a pense que c'est surtout peut-être parce que la demande n'est pas grande, vu que, peut-être on est un pays ici, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à travailler dans l'humanité, les gens à chaque fois Oui. que j'expliquais, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Ah bon? Même ma maman au départ, ma maman n'est pas illettrée, hein, ma maman est quand même bien mais enfin, elle ne comprenait pas forcément pourquoi j'allais quitter le circuit classique de de l'entreprise, de trucs avec le revenu fixe, de tu as ton salaire à la fin du mois et partir dans la consultance où mon salaire dépend de ma je dire Bah, des de contrats mon que tu as, dévouement, voilà, c'est de mon dévouement, de mon aptitude à pouvoir décrocher certains contrats, à pouvoir, me positionner sur certains appels d'offres. Elle ne comprenait pas forcément et les gens ne comprenaient pas forcément. Donc à chaque fois quand j'explique ce que je fais, on me dit: «Ah OK, OK, OK. là, il y a Mais en fait, tu fais quoi?» beaucoup d'éducation à faire, il y a la complexité du domaine, il y a la méconnaissance, je vais utiliser le bon terme, Oui, de ce domaine-là, qu'on voit plutôt, peut-être que c'est lié à notre, je vais te dire notre histoire, hein, qu'on voit plutôt lié à des structures européennes voilà. ou des organismes internationaux. Donc on ne se dit pas que c'est un champ d'action exploitable. Exactement. Les gens ne comprennent pas forcément ou on se dit que c'est juste un passe-temps, en fait. Un peu comme, comme je dis le bénévolat. Moi, j'ai commencé du bénévolat, donc c'est après que j'ai compris qu'en fait, on peut f c'est pas que du bénévolat, on peut en faire un métier. Donc mais pour la plupart, les gens pensent que c'est juste le bénévolat, donc tu vas, tu fais des projets, tu aides un peu, puis après tu vas retrouver ton vrai travail, en fait. Je vois, je vois. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire, et tu me corrigeras, qu'on ne peut pas faire ça sans avoir une base en droit ou un diplôme en droit. Non, pas forcément. Pour là où moi j'ai voulu, Oui. honnêtement, avoir Oui. un diplôme en droit a facilité, mais vraiment, ma OK. compréhension, D'accord. mon insertion et tout D'accord. ça. Mais quoique, on n'a pas forcément besoin de faire du droit. Comme j'ai dit, on peut avoir un diplôme, je sais pas, en biologie et puis s'intéresser à l'humanitaire et faire des certifications. Parce que Ouais. dans l'humanitaire, je vais prendre une organisation classique, c'est-à-dire dans l'organisation, il y a pas que ceux qui font la sauvegarde, c'est-à-dire nous, ceux qui font droits humains et tout ça. Il Donc y a vous qui même faites des les rapports. RH, voilà. Il y a des RH, il y a des financiers. Dans les ONG qui sont déployés, il y a des comptables, il y a des Mais médecins. ces ONG, ces instances, elles ne recrutent pas sans une connaissance du droit ou une appétence. Quand tu regardes, quand tu lis les appels d'offres, quand tu Bon, lis je les dirais pas forcément du droit, mais en tout cas, il va falloir quand même avoir
quelques Une notions expérience de dans le domaine. voilà, de tout ce qui se passe dans l'humanitaire un peu. C'est-à-dire, bon, au moins, il faut savoir dans le déploiement d'un projet, même si je suis comptable, en quoi ça consiste pour moi en tant que comptable d'une ONG humanitaire? Quels sont les projets sur lesquels, je vais travailler? Quels sont les livres de comptes que je vais utiliser? Parce qu'il y a en fonction des trucs, il y a des législations propres, en fait. Donc Je vois. oui, il faut pouvoir s'intéresser. C'est clair que c'est pas pareil d'être comptable dans une ONG humanitaire que comptable, par exemple, dans une PME. Ici à Abidjan, c'est pas pareil, en fait. Je suis d'accord. D'accord. Mmh. Mais, si tu devais, citer 3 qualités qu'il faut pour, évoluer dans le domaine du droit humanitaire, je précise bien les termes, ce serait lesquels? Je dirais qu'il faut être, premièrement, quelqu'un d'empathique, c'est-à-dire quelqu'un d'humain. Il faut aimer l'homme. OK, Faut pas d'accord. venir pour l'argent. Il faut aimer l'humain Ça veut dire que parce ça que paye pas bien? ça paye très bien, mais le problème, c'est que si tu es focalisé sur l'argent, tu vas perdre l'essentiel parce que tu risques en fait de faire les choses tu risques déjà de t'épuiser toi-même. Je Oui, vois, des projets, il y en aura, mais si c'est d'accord, vraiment l'argent, tu vas prendre et à un moment, tu vas saturer. d'accord. En tout cas, tu vas t'épuiser avant ton heure, c'est sûr. C'est à Donc cause il de faut la être complexité de ce que vous gérez ou ça touche trop à l'humain, trop au personnel? oui, moi, pour ma part, je dirais que c'est surtout, bon, oui, peut-être la complexité des situations et tout, mais déjà la difficulté du terrain, parce que D'accord, oui, quand tu vas en mission, c'est pas généralement, en tout cas hormis les formations, mais quand on va sur terrain pour des projets, pour des enquêtes, c'est vraiment dans des contextes très difficiles, dans je des camps vois, de réfugiés. je vois, Franchement, c'est pas des 5 étoiles, quoi. je C'est vois. pas des 5 étoiles. Donc déjà, faut être quelqu'un qui donc ça vient à ma deuxième qualité, faut être quelqu'un qui s'adapte facilement, voilà. Faut pas être quelqu'un de compliqué, quelqu'un qui est vraiment à cheval sur, vraiment Le le strict, confort, le confort. Non, tu pourras pas vraiment t'en sortir. En tout cas, tu pourras pas être sur terrain. Alors que généralement, on commence sur le terrain, parfois, avant de se retrouver peut-être et même quand on est dans les bureaux, on descend parfois sur le terrain. On reste pas juste, voilà. Donc il faut le faire. Donc je disais, première qualité, il faut être humain. empathique, Deuxième, il oui, faut pouvoir s'adapter et 3e chose, il faut être, je dirais, quelqu'un de réactif à l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui est en perpétuel, renforcement de capacité. Il faut d'accord, pas s'endormir sur ses lauriers parce que comme je disais, c'est un droit, généralement, c'est une des activités même qui sont évolutives. d'accord. Donc aujourd'hui, tu peux être sur un projet, ce projet va se terminer, tu n'as pas forcément la certitude enfin, que tu seras renouvelé. Donc il faut commencer déjà à penser à voir, quel serait ton point de chute. Donc vraiment, c'est pas un fleuve tranquille. Je vois. Pour la plupart. Il y a des postes qui sont clés. Donc, il y a des postes dans des organisations, surtout peut-être les Nations Unies qu'on sort où c'est des postes qui sont en CDI même. Donc, tu es là pendant longtemps. Mais tu peux travailler pour l'organisation et ne pas être sur le même projet à chaque fois. Donc, faut être quelqu'un qui est curieux, qui peut s'adapter, qui peut, voilà. Tu peux ne pas être certifié en quelque chose, mais dès que tu sens que tu dois aller vers là-bas, tu dois commencer à te former. Il faut vraiment être en perpétuelle évolution. Donc empathie, adaptabilité et puis, je vais dire soif d'apprendre ou Voilà, continuité de continue, voilà, soif d'apprendre. On peut dire ça comme ça. et ça suffirait pour une base, pour débuter et après on développerait d'autres compétences, d'autres, je vais te dire qualités ou pour toi avec ces 3 là, c'est vraiment bon avec ces 3 on commence bien, Bon, je dirais que ça suffirait beaucoup pour débuter, mais un atout majeur, en tout cas, ce serait l'anglais. on y Ouais, arrive. ouais. Tu fais pas Franchement d'humanitaire si tu comprends pas anglais? moi, je dirais pas que j'ai beaucoup galéré parce que bon, là, maintenant, ça va, je m'en sors un peu mieux, mais j'ai énormément galéré au départ. J'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de contrats parce que je parlais pas vraiment anglais. Au début, ça ne me touchait pas forcément. Je me disais: «Pas grave, pas grave». Mais en fait, au fur et à mesure que j'évoluais, je me suis rendu compte que waouh!
C'est très difficile d'évoluer dans le domaine de l'international sans l'anglais. Donc, franchement, si la personne qui veut se lancer a la possibilité de commencer à apprendre l'anglais dès le départ, super. Si elle n'a pas la possibilité, elle peut faire les trucs et puis faire l'anglais à côté. Mais en tout cas, un bilingue aura toujours plus d'ascendance sur une personne qui parle, que français, encore un francophone, sur un poste, dans une organisation internationale, que ce soit même je sais pas, même le plus petit poste, hein, même chauffeur, on va toujours privilégier celui qui parle anglais et français que celui qui parle uniquement français. Attends, je reprends l'ordre parce que l'ordre vient de changer. Anglais, ensuite empathie, Oui, 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 adaptabilité, besoin clairement, oui. d'apprendre ou appétence pour, je vais te dire l'apprentissage en continu. Mmh, c'est ça. Et pendant des entretiens, donc Mmh. dans ce secteur d'activité-là, est-ce qu'il y a un gros volet qui est mis sur les valeurs humaines et comment on te questionne sur ces points-là? Parce que tout ce que tu expliques là, c'est faut aimer l'homme, donc avoir Mmh. des valeurs et cetera. Donc comment ils testent ça? D'accord. Bon, je dirais que déjà, c'est l'un des milieux où on accorde beaucoup d'importance aux recommandations. Chaque fois que tu vas postuler pour une organisation, ils vont toujours te demander de mettre au moins 2 ou 3 personnes en référence et vraiment, on le fait de façon générale, hein, je sais, dans les entreprises, mais dans le milieu de l'humanitaire, c'est vraiment poussé. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment les appeler, ils vont poser des questions sur ton comportement, la gestion enfin, des projets que tu as eu à faire, qu'il y a pas eu de plainte à ton niveau, tout ce qui est abus, exploitation et tout ça. Surtout que tu es dans le domaine, oui. Vraiment, ils vont essayer de faire le tour et tout ça. Parfois, il y a des domaines, des organisations qui ont comment je dis ça? On va dire des consortiums, si on veut, ou bien des pools de RH qui se parlent, en fait. D'accord. On peut aller demander, par exemple, «Je veux recruter telle personne, que quelqu'un parmi vous ici a déjà recruté cette personne? Est-ce qu'il y a eu des problèmes?» En tout Mais c'est cas, une vraiment, ils boucle en fait. cherchent. Oui, OK. franchement, ils essayent parce que c'est très délicat. Quand tu envoies quelqu'un sur un projet, tu engages et la notoriété de l'organisation et tu mets en même temps, on va dire, La crédibilité de la toute crédibilité et en même l'organisation. temps, le plus important, on va dire, c'est la vie de quelqu'un qui est impacté. Donc, si la personne va et qu'elle fait n'importe quoi, on a une vie qui est brisée. Si la personne va et qu'elle fait bien, on a une vie qui est sauvée. Donc vraiment, essaye cela. Après, il y a des tests aussi, écrits, où on te met des mises en situation pour essayer de voir comment est-ce que tu réagirais et je pense dans la correction, on essaye de voir un peu si tu es genre focus, focus, focus résultat ou si tu prends en compte le fait que toutes tes actions ne doivent pas nuire, en fait aux bénéficiaires, c'est comme ça qu'on l'appelle, aux bénéficiaires, donc à la population qui va, on va dire bénéficier des projets que vous allez faire. Donc généralement, D'accord. c'est un peu ça. Parlons un peu plus de ton journée, donc d'une journée de travail. Tu m'as précisé que tu étais consultante, donc je ne sais pas si Mmh. ça diffère de ceux qui sont en CDI, mais c'est Mmh. quoi une journée type dans ton travail? Ou est-ce qu'il y a une journée type dans ton travail? Bon, oui, déjà je pour répondre à la question, oui, ça diffère. Que quelqu'un qui est staff, quand on dit staff, c'est-à-dire quelqu'un qui est employé, donc D'accord, qui va le matin et le soir au bureau de l'organisation, c'est totalement différent de moi qui suis consultante. Donc moi, je parlerai de moi, mes journées type. Ça dépend. Mes journées type, quand je suis en mission, sur oui, terrain, j'ai oui, des objectifs. Donc si je vais pour une formation, alors ma journée typique sera donc de commencer la formation le matin, voilà, d'initier la formation toute la journée, la pause de soir et le soir, on essaye de faire le point et tout. Quels sont les points qui ont été compris, qu'est-ce qui n'a pas été compris et un truc. je vois, Généralement, quand je donne des formations, c'est une semaine. je vois. Voilà. Donc ça, c'est formation, c'est vraiment très bon, ça, c'est beaucoup plus light. Quand je suis en enquête, D'accord, mes journées type, c'est programmation déjà dès la veille, enfin rappel, sinon je programme mes entretiens au moins, 2-3 semaines avant d'arriver sur enfin le territoire pour qu'on soit sûr que les personnes sont disponibles et tout ça.
que le cadre est approprié, qu'on respecte la confidentialité pour ne pas que, voilà, dès que tu arrives, tout le monde sait que, ah, elle est venue enquêter et tout ça. Donc, on essaie de prendre des mesures. Et quand j'arrive, généralement, mes journées sont déjà bouclées. Je sais exactement, peut-être si j'ai 5 entretiens ou 6 entretiens, j'essaie de les placer de telle sorte que les gens ne se croisent pas parfois. D'accord, donc tu as un Et planning de j'ai un des différents planning qui est bien, entretiens, voilà, tout. qui peut bien sûr évoluer si j'ai une nouvelle Oui, information, voilà, qui me semble pertinente où je veux aller, donc voilà. Et généralement, c'est ça. Donc les journées entretien, les soirs, revue de mes entretiens, rédaction donc de mes comptes rendus, voilà. Et puis je fais un point avec le point focal, sinon le oui, ce qu'on appelle le manager de l'enquête qui généralement n'est pas oh, sur place d'accord. et qui est au siège, général, quoi. Généralement D'accord. chaque soir ou chaque 2 jours, on essaie de faire un call pour lui faire le point de mes avancées. Donc tes journées vont dépendre de la nature de ta mission? Exactement. Donc comme actuellement là, je suis à Abidjan, j'ai Oui, un projet qui doit commencer, en septembre. Donc là, mes d'accord, journées actuellement, c'est beaucoup plus revue documentaire. d'accord. Voilà, voir faire des amendements, apprêter enfin le terrain, mon séjour et tout ça, tout ce qui va se passer. Donc actuellement, c'est vraiment ma période où je suis un peu plus truc, mais une fois que je vais commencer, c'est vraiment, full time, au moins juste sur 2 mois. Parce que le plus difficile, c'est bon, c'est pas de partir. Quand tu pars, tu fais, mais c'est l'après, la rédaction du rapport et tout Mmh. ça, les documents. Et quelle est la chose que tu préfères le plus dans ton travail? Je dirais le terrain. Donc le fait de découvrir, de voyager déjà et le fait de découvrir, de contact humain. C'est-à-dire le fait de D'accord. parler aux gens, de la satisfaction que j'ai parfois, c'est de pouvoir d'avoir le sentiment d'avoir pu aider quelqu'un, surtout quand je croise des cas où c'est des femmes, par exemple, qui sont ménagères, qui sont Mmh. cuisinières, qui ont été victimes d'harcèlement sexuel et tout ça, et que j'arrive vraiment à avoir des personnes qui peuvent me confirmer parfois la situation et qui donc me donnent plus de poids pour remonter à l'organisation que oui, effectivement, le grand patron n'est pas forcément quelqu'un de très net. En fait, j'ai quand même ce sentiment quand je pars parce que c'est clair dans les normes que en tant qu'enquêteur, nous, on n'a pas le droit, par exemple, de recommander que quelqu'un soit licencié ou pas. Ce que nous devons faire, c'est d'établir des faits, c'est-à-dire de dire: «Oui, telle personne a dit qu'elle a vu ça» ou «Non, telle personne ne l'a pas vu». Et après, c'est l'organisation qui décide. L'organisation n'a même pas le droit même ou l'obligation de venir me dire à moi que: «Ah, finalement, on On a revoit licencié ton ou pas». refrain. Mais ma D'accord. plus grosse satisfaction, franchement, c'est quand je sens vraiment que j'ai pu avoir certaines choses qui me montrent vraiment que ça s'est passé et que j'ai la au moins l'intime conviction que des aménagements seront faits et qu'il y a des prises en charge qui sont octroyées déjà aux victimes, que je peux les référencer chez des psychologues. Enfin, quand je pars avec, vraiment la sensation que j'ai aidé quelqu'un. Pour moi, c'est la plus grosse satisfaction. Parce que l'argent, oui, généralement, on nous paye pas dès que la mission finit, hein. Mouais, Généralement, tu peux recevoir ton argent 2 3 mois après, mais d'accord. au moins tu sais que tu as essayé du mieux que tu pouvais d'éloigner quelqu'un d'un danger assez imminent, en fait. Et moi, c'est ma plus grosse satisfaction. D'accord, c'est en fait, j'ai pas les mots parce que je je trouve que c'est beaucoup de personnel, beaucoup de d'émotions ou d'implications personnelles. Oui, D la seule question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour vous? Parce que très les belle question. exemples que tu donnes, c'est pas des exemples, c'est pas tous les jours, c'est des trucs que tu Mmh lis dans des faits divers. Donc toi, mh. tu l'as au quotidien et si Mmh. tu aimes le terrain, c'est que tu patauges dedans. Donc comment tu Clairement. gères le côté psychologique? Comment c'est géré? Oui, il y a des accompagnements psychologiques. Ben comme moi je disais, moi je suis beaucoup focus donc sur le mail du coup, je ne personnellement, je ne prends même pas toutes les missions. Il y a des missions que je refuse si je vois que le contexte est trop sensible pour moi et il y a des missions que je refuse parfois quand je pense que je suis trop saturé. Voilà. C'est-à-dire que émotionnellement, je peux pas enfin, moi, j'ai déjà refusé une mission où il impliquait, des viols de mineurs. Déjà parce que je me sentais pas qualifié à l'époque pour pouvoir interviewer des mineurs D'accord. et deuxièmement, je pense que j'étais à une période où, voilà, C'était pas le j'étais moment. voilà, je voulais pas ça. J'étais
en mode vraiment, je cherchais à avoir mon équilibre parfait et tout. Je venais de me marier. Franchement, je n'avais pas besoin de de ça. Donc j'ai dit: «Non, je suis désolé, je peux pas». Voilà, c'était beaucoup d'argent, c'était vraiment beaucoup d'argent, mais j'ai pas accepté. Voilà, parce que j'étais pas prête. Donc oui, il faut un accompagnement psychologique. Généralement, les organisations, si tu travailles comme moi en tant que consultante, quand une organisation te coopte et que tu dois évoluer sur son projet, ils te mettent toujours à disposition le psy de l'organisation, en fait. Si tu es sur terrain, si tu as un problème, tu peux appeler, vous allez discuter, bavarder. En tout cas, toute organisation qui se respecte, même si c'est pas un psy qui est employé, c'est un psy D'accord, qui est affilié, c'est-à-dire à qui on peut OK. référer un cas. Donc qui connaît Voilà, vos il y a toujours thématiques, qui connaît voilà, il y a vos généralement, il y a toujours, quelqu'un, enfin, parce que un psychologue. vous travaillez avec la je vais pas dire l'horreur, mais c'est la je vais pas entrer Oui, dans il la faut le partie psychologique, mais c'est l'autre côté de l'humain, en fait. Vous travaillez avec la face cachée de l'humain et parfois les cas peuvent être terribles. terrible, terrible. Je vais t'épargner des cas terribles. Ça part de l'enfant jusqu'à à la mère, jusqu'à même parfois aux hommes. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des hommes qui sont harcelés, qui perdent leur boulot parce que il y a eu des propositions indécentes de la chef, des femmes, des ménagères qui sont obligées de coucher avec des comment on appelle? Des relais communautaires, c'est-à-dire ceux qui vont vers la communauté pour passer des informations, des trucs et tout. Les gens vivent dans une vulnérabilité incroyable. En fait, ça te fait apprécier la vie. Ça te fait considérer ce que tu as parce que moi, je pense que avant de vraiment me lancer à plein temps, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se plaindre. D'accord, Je n'étais jamais vraiment satisfaite de ce que j'avais. Bon, déjà, je trouvais pas forcément que ma situation professionnelle, enfin financière avant était ce que je voulais, mais quand même c'était pas le pire. Mais j'étais jamais satisfaite. Le fait de commencer à travailler sur le terrain, de voir des gens des femmes qui perdent leurs enfants parce qu'elles n'ont pas eu 5 000 francs pour payer le transport et venir à l'hôpital, en fait, ça te fait apprécier la vie. Tu comprends que on sort, on prend le taxi, on va à l'hôpital, il y a des gens qui doivent monter, payer l'âne. Ça m'a touché. C'est au Tchad, dans une île au Tchad et tout, où, la la dame expliquait que chez il y a déjà même quand tu arrives, bon, tu comprends que, il y a pas tu es loin grand-chose. quoi, tu es très loin et donc en plus de ça, la dame elle expliquait que dans leur contrée justement, quitter du campement à la ville en griffe, il y a pas de voiture, donc c'est l'âne et l'âne, il se paye à 5 000 francs et du coup, elle avait pas d'argent. Elle a dû accoucher seule à la maison et malheureusement, elle a perdu le bébé et quand elle a perdu le bébé, bah, naturellement, il y a même pas assez d'argent pour appeler il y a même pas d'ambulance qui va venir prendre quoi que ce soit. Donc ce sont les matrones, donc les Oui, anciennes, petits trucs, donc qui ont coupé qui le ont fait le nécessaire. cordon, qui ont fait le nécessaire, elle a enterré son bébé. Quand moi je partais du coup, elle venait d'accoucher, il y avait à peine 2 semaines. Mais là, elle revenait du champ, D'accord, il y a pas le temps. Elle disait qu'il faut qu'elle suive sa récolte parce qu'elle a besoin d'argent. Il faut que sa récolte se passe bien, donc elle est obligée d'aller elle-même au champ d'accord. pour être sûre qu'elle pourra avoir, assez de tomates, c'était les tomates qu'elle faisait, pour ensuite pouvoir, les vendre et C'est puis pas avoir vrai. quelque chose. Clairement, le niveau de vulnérabilité des gens est incroyable. Du coup, il faut vraiment être quelqu'un, comme j'ai dit, qui aime l'humain et qui pourra parfois aussi faire la part des choses parce que sinon tu vas te mettre à pleurer, à pleurer. C'est ça, Faut une en fait, gestion on entre dans les émotionnelle. détails. Le but, c'est pas de vous effrayer, mais c'est Voilà. vraiment que vous compreniez, en tout cas que nous comprenions que toutes les personnes qui sont dedans, c'est vraiment Mmh. parce qu'elles aiment c'est pas pour le but, c'est pas pour l'argent. Avec les Voilà, en exemples tout que tu cas, c'est donnes le là, but. Après, c'est pas il y a des gens avides, hein. Comme je t'ai dit, il y en a qui sont des travailleurs humanitaires, mais qui mais comme vendent tu dis là, des, ils saturent vite. voilà, qui font des magouilles. C'est pour ça que nous, on est là, hein. S'il n'y avait pas de magouilles, il n'y avait pas avoir d'investigation, hein. Il y a des magouilles de fraude, les gens qui surtaxent les trucs, qui font C'est des ça. deals avec les fournisseurs. Moi, je fais des investigations et fraude et extractation, mais fraude humaine dans le domaine de l'humanitaire et extractation. Donc, il y en a de tout. Mais pour moi, le bon profil, c'est quelqu'un qui aime l'humain. Pour Est-ce que moi, tu as c'est ça. rencontré des obstacles particuliers dans ton parcours? Oui, oui, déjà, oui, mon premier obstacle, ça a été l'anglais.
comme j'ai dit. D'accord. Oui, Heu, je dirais deuxième obstacle, heu, je dirais la le fait d'être une femme. Pourquoi? Alors, il y a des contextes, on va dire, je dirais pas ethniques, mais bon, des contextes dans certains pays d'accord. où déjà, les gens ont des difficultés à voir une femme leur demander des choses ou avoir la sensation qu'une femme Je est vois, au-dessus. je comprends. Voilà. Donc ça passe bien pour eux quand, par exemple, c'est une personne qui vient de l'Occident. Donc D'accord. je prends un cas. Si c'est une organisation et que moi, par exemple, dans l'organisation, je suis chauffeur, si on va dire la coordinatrice du projet, Oui, c'est peut-être, je sais pas, Anaïs Leblanc qui vient de Paris, pas de souci. je vois. Anaïs me convoque, elle me dit, je sais pas: «Moussa, viens ici», OK. Mais si l'investigatrice, c'est Fessaline qui vient d'Abidjan, qui me convoque et qui commence à me poser des questions, moi, j'ai eu D'accord. des cas où, à un moment, tu sentais même dans la manière de répondre que, enfin, le gars, il se disait: «Mais enfin, De quel non, c'est droit une elle me femme, quoi». parle? Voilà et donc généralement, moi, je me laisse pas faire. Moi et surtout quand il s'agit de quelqu'un qui travaille pour l'organisation, il y a ce qu'on appelle enfin, dans les règles, en fait, D'accord. ce qu'on appelle l'obligation de coopérer. C'est-à-dire OK. que si moi, je travaille pour une organisation, si l'organisation envoie un enquêteur externe Oui, pour venir poser des questions ou bien faire, une audit, je sais pas, j'ai oui. l'obligation déjà de répondre à la convocation qu'il va me donner et j'ai l'obligation de lui dire la vérité. OK. Donc moi, généralement, je pars pas sur ce front-là parce que je veux déjà établir une relation de confiance avec les gens que D'accord. j'interviewe pour que Je s'il y a comprends. vraiment des choses, les gens puissent me le dire. Mais quand je vois que tu veux me snober, je te rappelle que tu es obligé de coopérer, en fait. D'accord. Que je suis pas là pour rire, mais en fait, je suis venu pour te poser des questions et que tu as l'obligation de répondre à mes questions et à me dire clairement les choses, pas me dire les choses à demi-mot, bien en mot oui, mais rappelez-moi, vous êtes là pourquoi? Heu, vous travaillez même depuis quand ici? Ce genre de choses. Parce que Mais ça veut souvent, dire ça que fait même partie. à ce niveau-là, on doit encore se battre dans des cercles où c'est censé Oui, être acquis de qu'une oui, femme peut oui, 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 d'accord. on doit se battre. C'est La pour ça lutte que n'est je pas parlais tout finie. à l'heure de renforcement de capacité, de O trucs parce que oui, OK. ce genre de personnes-là, généralement, en tout cas, les fois où j'ai été confronté à ça, les personnes flanchent quand elles sentent réellement qu'elles ont en face d'elles quelqu'un qui s'y Quand il y a connaît, en de fait. l'aplomb en face, en fait. Voilà, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et quelqu'un qui connaît son travail. Parce D'accord. que quand la personne commence à discuter avec toi et qu'elle voit que réellement tu es vraiment carré, carré, que c'est généralement les galons descendent un peu et on part vraiment sur une relation de vie, madame, vraiment, De cordialité. La excusez, cordialité revient. voilà, la cordialité revient. Mais si on te sent apeuré ou truc, automatiquement, ils vont te prendre de haut. Surtout D'accord. pour les cas de fraude, hein. Laisse tomber. Les gars, il a détourné de l'essence, de quoi. Quand toi, tu viens à la petite d'Abidjan, tu viens, tu lui dis, il te regarde en mode. Moi, j'ai eu des cas où Ouais, le bah, chef de projet m'a dit, ah, madame, désolé, je peux pas rester plus de 5 minutes. Et j'ai une réunion. Je lui ai dit, je suis désolé pour vous, mais vous allez rester plus de 5 minutes parce que j'ai l'obligation de vous entendre. Et il est resté. en Donc, en français d'Abidjan, la petite laisse pas, hein. voilà. Donc, si tu te laisses intimider, parce que c'est pas toujours les gens on va dire du bas du tableau que tu vas, souvent même là, c'est le chef de projet même le Que tu problème. dois interviewer. C'est lui la tête et tu dois lui parler. Comment tu fais si tu ne voilà, souvent ils peuvent jouer sur le fait que tu es une femme, le fait que tu es un peu truc. Donc c'est vraiment, il faut aussi avoir du caractère, quoi. Sinon tu vas te D'accord. faire marcher dessus. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu ferais exactement le même parcours ou tu changerais des choses? Je dirais que si je pouvais revenir en arrière, heu, peut-être que je me serais spécialisé dans ce que je fais beaucoup plus tôt. D'accord. Mais après, peut-être que ça aurait été une erreur aussi, vu que je me rends compte que, comme j'ai dit pour enfin, pour tout ce qui est cas, de fraude et Oui, consorts, oui. mais franchement, mon petit passage En en banque banque, m'a beaucoup aidé. Donc en vrai, pour être honnête, je ne changerais rien. Je rien du pense tout, OK. que Dieu savait pertinemment, enfin, le chemin par lequel je devais passer et que aucun enfin, en tout cas
Aucune, situation que j'ai rencontrée, aucun passage n'a été fortuit, en fait. C'était vraiment pour m'aider à arriver là où je devais être. Très intéressant. Est-ce que tu as eu un réseau ou tu as un réseau qui t'a aidé à avancer, tu sais, à trouver des contrats, comme tu disais, quand tu te lançais ou aujourd'hui au quotidien? Alors donc là, enfin, je dirais pas forcément un réseau, mais moi, autant je travaille de façon indépendante, donc je peux, avec peut-être une collègue, une amie postuler sur autant je travaille aussi avec des organisations qui embauchent des consultants. Je vois. Oui, j'ai la garantie de travailler avec d'être dans le on va dire dans la base de données des D'accord. organisations, c'est que ce n'est pas toi qui fais le démarchage, c'est pas toi qui fais l'appel d'offres, c'est pas toi. On D'accord. te contacte juste en te disant: «On a une mission pour vous, tant. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que D'a vous pensez que vous pouvez assurer?» Donc ça, c'est le truc. L'avantage là-bas, c'est qu'effectivement, c'est pas toi qui te casse la tête et tout. d'ac On va dire, l'inconvénient, c'est que tu oui, partages ton argent, quoi. c'est ça. Donc, OK. Voilà, Un peu comme les entreprises, je t'ai dit en voilà. Europe, hein, qui font du c'est pas du portage même, peut-être? Que reche En tout cas, on recherche les missions. Un cabinet, on Voilà, recherche les eux, ils font missions. tout. Le cabinet, voilà, ils font tout. Maintenant, toi, tu viens, on te dit: «Bon, voilà tes honoraires». Alors que parfois, quand c'est toi-même Il enfin, va en qui direct. soumissionne, oui, c'est vrai que tu as beaucoup plus de taf, mais au moins après, tu as ton argent. D'accord, donc il y a un volet aussi, si on veut se mettre en consultance, il y a un volet, heu, apprendre à gérer un business, à gérer l'administratif lié à un business. Donc très, très Faut être à intéressant. l'aise avec tout ce qui est administratif, la documentation. Faut avoir des capacités de rédaction. Il faut avoir des capacités, il faut savoir rédiger. Parce que tu vas rédiger des appels à tu vas rédiger des propositions techniques, tu vas rédiger des propositions financières, tu vas rédiger des rapports, tu vas rédiger des comptes rendus. Il faut aimer écrire. Si tu n'aimes pas écrire, tu peux pas. Bon, bah, après le droit, faut aimer écrire, faut aimer parler. C'est les 2 gros clichés que moi j'ai, mais ça c'est moi. Est-ce que tu en connais d'autres, des clichés comme ça, qui sont liés à ton métier ou à ton secteur? Pour l'humanitaire, je sais pas s'il y a vraiment du cliché, hein. Heu, les moi, en tant que conseiller, je pense pas. Mais pour le droit en général, on trouve que les juristes, les jeunes n'en disent qu'on vient pas. On trouve qu'on Non, a non, je ne on a saurais. toujours quelque chose à dire. Je Heu, Quand on aime utiliser les gros mots Bah, et tout qu'est-ce que ça je disais? Bah, de et tout. Moi, complexifier là. c'est vraiment pour casser ce stéréotype-là que j'avais créé ma page. Vraiment pour La juriste expliquer les décalée. choses, oui, les choses de malheureusement le non mais je compte relancer mais sous forme de format, site web. D'accord, J'essaie de voilà, je pense que je vais reconvertir comme ça et tout. ça va Mais nous faire du sinon bien. franchement franchement, on fait pas exprès, vous savez. Heu, On nous donne des textes vraiment je te dis OK. D'accord, on vous comprend, on vous accepte. Parlons un peu plus de toi, de j'ai utilisé le gros terme développement personnel. Comment tu gères la progression ou l'avancée dans ta carrière? Comment tu gères ça? Comment tu te prépares? C'est quoi les pistes que tu as? Comment tu fais? bon, on va dire que, comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un, je fouine beaucoup. Je me documente et tout ça. Et en termes de progression, c'est que comme je dis, quand j'ai du temps libre, je n'hésite pas à aller sur les sites gratuits, voir s'il y a il y a des formations que je peux commencer. En plus de ça, il y a des sites web qui sont dédiés même au domaine D'accord. humanitaire. Tu as des liens pour nous? Des noms? On va le rajouter. Oui, il y a Relief Web, D'accord. la Coordination Sud, qui est dédié donc généralement là-bas, il y a des articles CHS Alliance. THS Alliance. Oui, CHS Alliance et puis bon, je pense le top du top bon, enfin, en termes de formation, donc pour les personnes qui sont intéressées, pour tout ce qui est formation, Hein. certifiante comme formation, Juste de théorique, hein? terrain et tout ça, D'accord. il y a, Bioforce. C'est une Oui, école qui est en France et au oui. Sénégal, qui forme donc les profils pour le domaine humanitaire. Donc, quelqu'un qui veut faire la logistique humanitaire, ressources humaines, qui veut faire voilà, la protection, donc la sauvegarde, comme ce que moi je fais et tout ça. Mmh. Ils font des formations. Ils ont une école physique au Sénégal pour l'Afrique.
et ils ont une école physique en France. Parallèlement à ça, ils ont des formations en ligne et ils ont souvent des formations sur terrain. Je pense qu'ils Mmh. ont une formation qui aura lieu à Abidjan, je sais pas, en octobre ou en quoi. Je vais regarder si j'ai la confirmation, je t'enverrai le lien. Tu pourras D'accord, toujours l'envoyer ici et tout. je Voilà. comprends. Donc Ouais, ils gestion sont de dans projet en France, humanitaire. en fait, j'ai une amie aussi qui était très intéressée par ça et on regardait en France, ils sont dans la zone de Lyon. Voilà, c'est un peu ça. Moi, en tout cas, je dis que quand généralement, c'est généralement sur des projets que je peux voir là où je bug. Si je suis lancé dans un projet et que, je vois que j'ai eu une difficulté, quelque part, je note, en fait et je me rends compte que c'est que dans ce domaine-là, il faut que je parte me former parce que là, vraiment, ça m'a un peu fatigué. C'est un peu comme ça que moi j'évolue et puis après, voilà, quoi. Parlons un peu plus de toi, toujours dans le domaine professionnel, mais toi en tant que toi. Est-ce que tu as un modèle féminin, masculin? Je sais pas, est-ce que tu as quelqu'un que tu en tout cas qui Mmh. représente pour toi un but à atteindre ou une référence? Hem, Il oui. peut ne pas y en avoir un. Non, enfin, j'en ai, mais pour moi, c'est pas bon, heu, oui, je dirais oui. En fait, j'explique. Alors, le modèle dont il s'agira, c'est Oui, pas, forcément des personnes, qui sont pour moi au top du top du top, mais c'est des personnes qui évoluent dans le même domaine que moi, d'accord. qui sont proches de moi OK, et qui m'ont inspiré à un moment de ma vie ou qui m'ont aidé justement à pouvoir, évoluer dans le domaine dans lequel je suis. je vois. Donc, je dirais que j'en ai 2. OK. Le premier pour moi, c'est mon ami qui m'a introduit, comme je disais, j'avais une amie qui voilà, Oui, 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 voilà. Je peux dire qui a son fait le nom? cooptage. Je peux dire son nom? Oui, oui, vas-y. OK. Elle s'appelle Karel, D'accord. Karel Laetitia. Pour moi, c'est vraiment le prototype de l'amitié qui te tire vers le haut. On n'est pas forcément les personnes qui vont dormir au téléphone, tout le temps, mais c'est le genre de personnes qui aiment le travail et qui t'emmènent du coup à aimer le travail. Donc c'est des amitiés vraiment productives. C'est pas une amitié forcément où on est là toujours en train de parler travail, mais c'est vraiment une amitié où j'ai senti que vraiment c'était quelqu'un qui venait pour m'aider à un moment de ma vie où j'avais besoin justement de trouver ma voie. Donc oui, parce que oui, jusqu'à présent, elle et moi, on continue de travailler ensemble et donc D'accord. je travaille même dans l'organisation. Quand elle a créé son organisation, j'ai pas hésité. Je suis quitté là où j'étais. Je suis venu travailler avec elle, on continue de travailler ensemble. Mais au-delà de la relation amicale, quelqu'un sur qui je mets du respect, donc vraiment, la considération du travail. La Voilà. deuxième personne? Alors la deuxième personne, c'est aussi une amie, peut-être que tu connais, Thionté, Oui, Mireille. Voilà. Madame Sylvie. Non, je vais Oui. pas dire de bêtises, c'est plus Madame Sylvie. Oui, bon, elle est partie se marier. Oui, mais c'est Oui, la dame du centre-Lys. exactement. Mireille, bon, moi, j'étais habitué à l'appeler Mireille. Maintenant, elle a mis en avant son Tchonté et tout, mais sinon, avant, nous, on était habitué à l'appeler Mireille. Mireille, pour moi, c'est l'exemple palpable de la résilience. Pour ceux qui la connaissent pas, beaucoup de personnes voient aujourd'hui là où elle travaille pour UNICEF et tout. Oui, Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qu'elle fait aujourd'hui, rien forcément de par son diplôme de base ne l'a prédestinée à évoluer là. Et elle a dû vraiment convaincre ses parents de croire en son projet, tout ce qui était éducation. Quand elle a créé son centre, elle a fait sur fonds propres. Aucune subvention. Elle n'a pas eu, je sais pas, l'État ivoirien ne lui a pas donné, je sais pas, 1 million ou 2 millions pour waouh, alimenter, pour faire tourner le centre, ou bien il n'y avait pas une ONG internationale qui la subventionnait, qui lui donnait des livres. Elle allait vraiment sur la base des dons ouais, et de son implication personnelle. Et elle l'a fait, comme je disais, d'abord parce qu'elle aime l'éducation et elle aime les enfants. Et après, la suite, on la connaît. Elle l'a fait et finalement, après, la récompense est venue. Elle a mené un travail à UNICEF et tout ça, tout ça. Donc, franchement, c'est une amie, mais c'est quelqu'un qui m'inspire je trouve qu'on a quand même quelques traits. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a gardé ses valeurs humaines
et qui a transposé cela dans son travail Dans son quotidien. travail. Donc qui travaille aujourd'hui sans avoir la sensation qu'elle travaille, parce Oui, qu'elle fait vraiment quelque chose qu'elle aime. Donc comme pour le moi, je critère dirais que c'est premier que tu les dirais. voilà, pour moi, c'est les Est-ce que tu as une citation qui te booste ou que tu gardes, tu sais, en référence quand tu as un coup de mou ou que les missions, les enquêtes terrain deviennent trop difficiles? oui, bon, pour moi, c'est pas une citation, c'est un D'accord, verset biblique. d'accord, À chaque fois que je suis vraiment fatiguée ou que je suis anxieuse, que je ne sais pas quoi faire, je me rappelle que rien n'est impossible à Dieu, rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Parce que comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai parlé brièvement, j'ai parlé brièvement de mon parcours et tout oui, ça. Mais pour là où je suis aujourd'hui, je suis la preuve palpable que rien n'est impossible à Dieu. Parce que rien ne me prédestinait. Les gens que je rencontre aujourd'hui. En plus, comme je l'ai dit, mon niveau d'anglais n'est pas fameux. Mais là où je rentre, même pour le niveau que j'ai, croyez-moi, je sais pas, s'il y a des personnes qui sont pas croyantes qui vont regarder ce truc. Si vous êtes musulman, peut-être vous avez traduit, rien n'est impossible à Allah, je sais pas. Mais en tout cas, il y a, je croyais qu'il y a une entité supérieure parce que mes forces humaines n'auraient jamais pu m'emmener là où je suis. Impossible. Aussi brillant aurait pu être mon parcours. Pour là où je suis actuellement, pour que les gens réalisent, c'est généralement le parcours des personnes qui ont travaillé pendant peut-être 10, 15 ans d'accord. sur terrain et ensuite après, ils deviennent consultants et ils viennent maintenant on va dire pour faire des missions, pour coordonner, pour commander ceux qui sont sur le terrain. Mais OK. moi, j'ai pas fait tout ça. Mais quand moi je vais aujourd'hui, quelqu'un qui a 25 ans d'expérience de l'humanité, quand on lui envoie un mail et qu'on lui dit que telle personne arrive, il est à ma disposition jusqu'à ce que je finisse ma mission. Donc croyez-moi que rien n'est impossible à Dieu. On te croit. Et on et un peu p bon, on va pas donner raison aux gens, mais on comprend pourquoi quand tu arrives, on dit: «Mais c'est qui celle-là?» On peut comprendre. Tu es plutôt livre, film, podcast, livre audio? C'est quoi? Que tu OK, aimes bon, quelque chose en en vrai, particulier dans ce que je viens de citer? avant j'étais beaucoup plus livre écrit. D'accord. Honnêtement, chez moi je suis beaucoup plus livre audio. Il y a plus de temps. Voilà, à cause du temps, j'aime beaucoup écouter, ça me permet de trucs. Les podcasts, malheureusement, c'est maintenant que je commence. Avant, je voyais, enfin, je me disais que c'était un truc d'effet de mode. Oui, Mais de plus en plus, je me rends compte qu'il y a des contenus assez intéressants. mais tu trouves des Donc, thématiques qui te voilà, correspondent, donc voilà, des je vois. thématiques qui sont assez intéressantes. Donc, en vrai, je suis novice à ce niveau, pour être honnête. Et en termes de livres audio, quel est le livre qui t'a marqué particulièrement ces temps-ci? En vrai, je, je suis, comme on dit, de la vieille école. Il y a un Waouh, livre que j'ai lu, d'accord. que j'écoute et que je ne me lasse jamais d'écouter. Waouh, OK. Hein. C'est lequel? Le guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Ouais, d'accord. En fait, c'est un livre qui me booste. C'est-à-dire, mais bien sûr, pour nous les chrétiens, la Bible, OK. qui est une référence, c'est un livre pour moi qui allie un peu de... Parce que moi, j'adorais la philosophie. J'étais major de philosophie quand j'étais en licence, en terminale. Qui allie la philosophie, qui allie un peu la foi, qui allie un peu, je sais pas, comme j'ai dit, la rationalité, donc la raison. Franchement, pour moi, ce livre, c'est un cocktail, quoi. Donc, s'il y en a Oui. qui connaissent pas, je vous invite à lire Le guerrier de la lumière de Paulo Coelho. OK. Bon, bah, on tend, pour ne pas dire on tend vraiment vers la fin de notre échange et je suis vraiment ravie que tu aies accepté parce que c'est un très bel échange. C'était beaucoup d'informations, beaucoup de choses intéressantes. Je pense que les personnes qui veulent se lancer, heu, ont beaucoup de pistes là. Là, franchement, ils ont de quoi commencer. On va passer à la dernière rubrique, la rubrique que j'aime bien, c'est les questions OK. express, pour nous permettre de comprendre comment tu évolues, en tout cas au travail. Tu es plutôt thé ou café? Heu, aucun des 2. Je suis pas du tout café, je suis pas du tout thé. Comment tu fais Franchement, pour survivre au je bureau? suis franchement, je sais pas. Moi, je Tu es à franchement, l'eau? peut-être au pire, peut-être café au lait, si on dirait, ouais, D'accord. peut-être café au lait. Mais le café, café comme les gens l'aiment là, Mmh c'est mh. pas moi. Tu es plutôt performante le matin ou le soir? D'accord, plutôt du matin. Travail en solo ou travail en équipe? Mais bon après oui, avec ton métier de terrain, il y a que l'équipe qui peut
Et puis Plutôt ouais. bureau ou télétravail? Est-ce qu'il y a du Franchement, télétravail en droit humanitaire aussi? oui, beaucoup. D'accord, Oui, beaucoup de télétravail. OK. Franchement, si bureau, ça équivaut à bureau, 4 murs, je dirais télétravail. Mais si on remplace terrain par télétravail, je dirais terrain. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a un mot que tu dois utiliser pour décrire ton parcours, tu dirais lequel? Un mot. Je dirais faveur, parce que comme je l'ai dit, pour moi, là où je suis, je me minimise pas, hein, je me minimise pas mon background, pas du tout. Mais je pense que, pour là où je suis, j'ai été favorisé par Dieu. En plus, c'est vrai, j'ai travaillé, oui. Comme j'ai Mmh. dit, j'ai expliqué un peu, j'ai fait des recherches et tout. Mmh. Mais pour moi, ça n'aurait pas forcément suffi pour le niveau parce que j'ai commencé en tant que consultante réellement en 2021, 2020, fin 21-2022 et là, on est en 2025. Je veux dire, pour la première organisation qui m'avait, coopté, Mmh. aujourd'hui, après le responsable des enquêtes, D'accord. pour la zone Afrique, on peut dire que c'est moi. Afrique francophone, on peut dire que c'est moi, pour l'émission et en vrai, j'ai pas le quart de son expérience. Donc, moi, en tout cas, sans vouloir me minimiser, peut-être d'autres personnes auraient profité du podcast pour dire, oui, franchement, j'ai tel diplôme, j'ai tout. Moi, j'ai dit mes diplômes, oui, oui. J'ai dit ce que j'ai pu apprendre, mais je pense que là où je suis aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. Mais est-ce que c'est pas notre fameux, tu sais comment on appelle le complexe là? Qui nous pousse à toujours rabaisser, tu vois, diminuer, dévaloriser un peu, Je suis trop humble, quoi. nous-mêmes. Non, je suis pas humble. La preuve, j'ai dit que, ah, j'ai travaillé, hein. Non, je parle, Mais j'ai fait des trucs. Je continue d'ailleurs de faire des certifications. oui. Mais je je le dis en connaissance de cause par rapport, par exemple, quand je vais même dans des colloques ou quand je rencontre des gens, même quand j'interviewe des personnes, quand je vois l'expérience qu'ils ont dans le domaine et que d'autres personnes me disent: «Ah, que moi j'espère à la fin, quand je vais finir mes projets, j'espère travailler dans l'organisme où vous êtes. Donc donnez-moi votre carte. J'espère que vous allez accepter d'être ma marraine, pour me parrainer ou me marrainer pour Oui, rentrer». Et quand je rentre chez moi le soir, que je vois que vraiment, je n'ai même pas le quart de ce qu'il fait, mais j'ai pu rattraper l'argent. Je dis: «J'ai pu amasser un maximum oui, de connaissances en un temps tellement court». oui, Je me dis que je peux pas seulement m'asseoir et dire que c'est parce que j'ai lu des livres, quoi. C'est je pas comprends, possible. je comprends. OK. Dernière question, quel message tu aimerais laisser aux personnes qui vont écouter cet échange? D'accord. Déjà, comme c'est la dernière intervention, j'aimerais te dire merci, OK. d'avoir pensé à moi pour parler. Je parle pas beaucoup de moi. Si tu remarques, mais si tu veux regarder mon LinkedIn même pour m'appeler, ça va m'appeler. J'ai la flemme. J'ai la flemme, je partage pas forcément tous mes projets, mais je compte vraiment essayer de maximiser en termes de communication et tout. On espère, on attend. Donc déjà, merci d'avoir Je pensé t'en à prie. moi et je souhaite également un bon vent à ton projet qui vraiment, met en avant, tout ce que j'aime, donc les femmes qui osent, les femmes qui travaillent, les femmes qui ne se résument pas qu'à tendre la main. Le ministère de la main tendue, c'est un gros problème pour moi. Ça me fatigue et donc merci beaucoup. Alors en dernier mot, alors, j'aimerais dire à toutes les personnes qui vont regarder ce podcast de croire en leurs rêves, de croire en leur potentiel et de croire qu'on peut allier sa passion et son métier. Je sais pas ce que vous faites ou enfin ce dans quoi vous évoluez, mais si vous sentez réellement que c'est ce qui vous plaît et que vous avez le potentiel pour le faire, formez-vous, donnez-vous les moyens, faites les choses dans les règles de l'art, n'allez pas avant votre temps, n'allez pas trop tard. Les opportunités viennent à point nommé. Il y a des saisons où il faut partir, il y a des saisons où il faut rester. Donc, faut vraiment choisir la bonne saison pour ne pas rater et se mordre les doigts. Et donc, croyez en vous, foncez, vous avez du potentiel et je pense que l'Afrique compte sur nous tous. Je n'aurais pas mieux conclu.
Je sais que toutes mes invitées, elles ont un art pour conclure les épisodes, donc je dirai pas plus. Merci infiniment pour ton Oui, partage, pour ton temps, donc oui. pour les conseils, pour les tips aussi. Et puis, on te souhaite beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup Merci, de d'évolution. Et merci. puis, on attend le retour de Fée, la juriste décalée. Bien sûr, j'arrive, je reviens en force.